Bonjour et bienvenue dans votre émission Untranoï à l'occasion de ce nouveau budget rectificatif. Au sommaire de cette émission, rencontre avec le président du Conseil national, les clés du budget, la parole des élus face à la crise. Bonjour Président, merci de m'accorder cet entretien. Alors vous allez rentrer en séance publique lors du nouveau budget rectificatif dans un contexte quand même qui est assez particulier, en pleine crise internationale. Oui, malheureusement, on aurait pu espérer effectivement qu'avec l'été, le virus disparaisse de la surface de la Terre. Ce n'est hélas pas le cas. Le monde est confronté à une deuxième vague un peu partout, on le voit, en Europe en particulier. Donc le transport aérien ne reprend pas, de nombreux pays prennent des mesures même encore plus restrictives sur les voyages, sur les entrées et les sorties sur leur territoire. On le voit bien, donc la crise économique, elle est là, elle est mondiale, elle est durable. Et même si notre pays est un peu épargné par rapport à ce que subissent d'autres pays sur le plan économique, nous sommes concernés et le contexte général, évidemment, notamment pour le tourisme, est pas bon du tout. Il faut qu'on s'apprête effectivement à affronter un automne et un hiver difficiles, y compris en principauté. Et puis un grand moment également, l'arrivée du nouveau ministre, Pierre Dartout, des relations apaisées, semble-t-il, entre le gouvernement et le Conseil national, vous confirmez ? Oui, j'ai pu me rendre compte très vite que M. Dartout est un homme qui a l'habitude de travailler avec des élus. Il a été effectivement par le passé directeur de cabinet d'un président de l'Assemblée nationale en France. Et puis vous savez, un préfet, ça travaille avec les maires, ça travaille avec les élus des conseils départementaux et régionaux. Donc il n'est pas dépaysé quand il vient ici discuter et travailler avec les élus des Monégasques au Conseil national. Je crois qu'il a la même volonté que je partage avec lui de travailler dans la concertation, dans la recherche de l'unité de nos institutions, mais qui passe aussi, alors en contrepartie, par une concertation préalable sur les grandes décisions avec le Conseil national. Les débuts sont très, très encourageants, très intéressants. Je prends un exemple fort. Le Conseil national, au retour des vacances, s'est fait le relais des attentes et des besoins de la population en dénonçant la pénurie de tests. C'était très difficile de se faire tester à la fin du mois d'août. Nous avons demandé la création d'un centre national de dépistage, l'augmentation des moyens de tests. Vous savez que c'est la meilleure façon de lutter contre la propagation du virus, tester, isoler, tracer, dit l'OMS. Eh bien, le ministre d'État, en quelques jours, a pris les bonnes décisions et a mis en œuvre ce centre. Et les moyens sont en train d'augmenter pour qu'on puisse tester toutes les personnes qui en ont besoin, les cas contacts, les cas symptomatiques en 24 heures. Donc, écoutez, les premières décisions et les premières rencontres sont encourageantes, mais bien sûr, c'est à l'issue de ces débats budgétaires, à la fin de l'année, après les 2 budgets que nous allons débattre, qu'on pourra véritablement parler d'une relation de confiance et solide et durable entre le nouveau ministre d'État et nous. Oui, parce qu'on n'en est qu'au début. Revenons par contre maintenant sur la crise du Covid. Monaco, comme ailleurs d'ailleurs, est en train de subir une seconde vague. Est-ce que vous pensez que l'on est mieux préparé aujourd'hui sur le plan sanitaire ? Je crois qu'on n'a pas peut-être anticipé autant qu'on aurait dû sur le plan sanitaire. On a un premier problème, rappelez-vous, avant la création par le souverain du comité mixte de suivi de la crise entre le gouvernement et le Conseil national, on avait été amené à dénoncer la pénurie de masques. On n'a peut-être pas, du côté du gouvernement et de ses responsables concernés, tiré tous les enseignements de cette période pour anticiper la pénurie de tests que nous avons subi au retour des vacances, avant l'entrée dans les entreprises, avant la reprise aussi par les enseignants et les élèves dans les écoles. Donc je pense qu'il faut être plus vigilant en matière sanitaire et effectivement être plus dans l'anticipation. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je dirais la prise en main de ce dossier par le ministre d'État a été très positive et nous sommes aujourd'hui satisfaits de la situation, du traitement de la situation par le gouvernement en matière de suivi des tests. Et sur le plan économique, est-ce que vous trouvez que le soutien de l'État est adapté ? Alors, depuis le début, effectivement, dans la concertation, beaucoup de propositions du Conseil national ont été retenues par le gouvernement. De nombreuses aides ont été mises en place pour les travailleurs indépendants,
pour les entreprises, pour les commerçants, mais aussi pour les salariés à travers le CTTR qui a permis de sauver des milliers d'emplois en principauté. Il faut poursuivre ces aides aujourd'hui. Le CTTR ne doit pas s'arrêter. Le gouvernement parle de le poursuivre jusqu'à fin octobre. Nous disons clairement au Conseil national, on doit le poursuivre aussi longtemps que certains secteurs de notre économie en auront besoin, donc probablement au moins jusqu'au printemps prochain. Les budgets ont été votés par le Conseil national. Une bonne partie n'est pas encore dépensée, donc il faut les utiliser. Nous disons aussi qu'il faut poursuivre les aides directes à travers la Commission d'assistance à la relance économique, la CARE. Le gouvernement, sur le principe, est d'accord avec nous, mais il faut maintenant mobiliser les sommes nécessaires pour notamment assurer le paiement des frais fixes des entreprises les plus impactées. Vous savez que même si les résultats budgétaires de notre pays sont bien moins mauvais qu'on aurait pu le craindre, puisque le déficit est passé de moins 500 millions à moins 260 et aujourd'hui dans le budget qu'on s'apprête à voter à moins 160, grâce notamment aux bons résultats de l'immobilier, aux rentrées de TVA et de droits de mutation. Pour autant, l'économie réelle sur le terrain, elle est en difficulté et de très nombreux commerçants et entrepreneurs sont en difficulté. Donc il faut mobiliser très concrètement des aides à travers la CARE. Nous y veillerons à travers le président de la Commission des finances qui nous y représente. Oui, un climat social qui est tendu à l'heure où de nombreux licenciements sont annoncés. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux partenaires sociaux ? Oui, je crois que plus que jamais dans le contexte qui nous attend, il faut, et je fais appel au sens des responsabilités de tous, il ne faut pas que certains patrons profitent de la crise pour imposer un recul social qui serait totalement injustifié et inacceptable dans ce pays modèle que nous voulons être en principauté. Il ne faut pas non plus par idéologie que certains syndicats de salariés refusent tout effort, toute adaptation nécessaire pour une période limitée pendant cette crise pour sauver des emplois. Parce que notre objectif commun à tous doit être de préserver le maximum d'emplois possibles pour éviter de jeter justement dans la précarité de nombreux salariés et leurs familles à travers le chômage. Donc nous veillerons à notre place au Conseil national à soutenir des mesures équilibrées, des efforts limités dans le temps, mais à la condition essentielle qu'ils sauvent et qu'ils préservent les emplois. Alors parlons justement de la SBM qui vient d'annoncer son plan de restructuration. Est-ce que ce plan vous semble juste ? Le président Biamonti est venu avec ses principaux collaborateurs nous présenter donc au Conseil national devant l'ensemble des élus en présence du gouvernement ce plan. Ce que nous avons demandé au président Biamonti, c'est tout d'abord de préserver autant d'emplois que possible, de préserver l'emploi des nationaux, de tous les nationaux, et de sauver tous les emplois des collaborateurs de l'entreprise possibles, c'est-à-dire de favoriser en fait les départs volontaires. Donc au-delà de 57 ans, un certain nombre de salariés peuvent avoir envie de prendre une retraite anticipée. C'est d'abord sur eux qu'on doit s'appuyer pour éviter des licenciements qui seraient imposés. Et si malheureusement il faut aussi, pour préserver l'entreprise, imposer des licenciements à certains salariés, alors il faut, ce que nous avons demandé, les accompagner au mieux et leur donner aussi un droit à une priorité, à un réembauchage, parce que Dieu merci, cette crise n'est pas éternelle. On peut espérer, au moins au printemps, une reprise de l'activité aussi touristique. Donc il faudra que les salariés malheureusement concernés par ce plan puissent être réembauchés dès que possible, dès que l'activité le permettra. En priorité. En priorité, absolument. Alors le plan de relance de l'État mobilise 75 millions d'euros avec différents fonds pour soutenir l'activité. Est-ce que cela semble à la hauteur ? Nous demandions au gouvernement un plan de relance, là encore à la hauteur du pays modèle que nous voulons être en principauté. Ce plan, en théorie, il est là. Effectivement, donc vous savez qu'il prévoit la relance à travers le numérique, à travers la transition énergétique, à travers le bâtiment, à travers aussi des investissements publics qui doivent d'abord et avant tout profiter au commerce, aux entreprises installées sur notre territoire. Mais ce que nous demandons au gouvernement, et ça va être un des grands enjeux de ces débats, c'est que cet argent soit dépensé maintenant et de manière concrète. Parce que le gouvernement a mis ces 75 millions d'euros
dans un compte spécial du Trésor qui lui permette de ne pas les dépenser avant la fin de l'année. Donc ce que nous voulons, c'est une communication beaucoup plus précise auprès de tous les résidents et de tous les entrepreneurs de Monaco sur les mesures concrètes et précises qui vont être liées à ce plan de relance. Et ce que nous demandons, c'est des dépenses publiques maintenant. La crise, c'est maintenant. Ce n'est pas dans un an que nous devons évidemment mettre en place ce plan. Donc nous veillerons dans les débats qui s'ouvrent à ce que ces mesures précises soient annoncées et mises en œuvre maintenant. Puis un sujet important pour le Conseil national, la qualité de vie. Que pensez-vous à l'heure actuelle des chantiers? Oui, alors d'abord, je tiens à tordre le cou à une désinformation qui circule et qui est véhiculée peut-être pas tout à fait innocemment par certains, qui tendrait à penser que les chantiers dans le pays sont uniquement liés au logement des Monégasques, donc à la construction d'immeubles pour les Monégasques. Les chiffres sont très clairs. Il y aurait beaucoup de logements. Hein. Voilà, les chiffres sont très clairs. Il y a aujourd'hui 47 chantiers en cours dans le pays. La majorité de ces chantiers sont des chantiers privés et dans la minorité qui concerne des chantiers publics, 7 seulement concernent des chantiers domaniaux pour loger les Monégasques, c'est-à-dire moins de 20% des chantiers en cours. Voilà. Pour autant, oui, le logement des Monégasques passe par la construction, et nous l'assumons, de logements en nombre important. C'était souhaité par les Monégasques et leurs élus, ça a été décidé par le prince souverain dans le plan national logement. Donc je m'étonne même que certains puissent encore remettre ce débat sur la table, car il est tranché. Faut-il rappeler que les loyers dans le secteur privé sont au-dessus des revenus de l'immense majorité des familles monégasques? Faut-il rappeler que dans le secteur privé, les baux sont d'1 an? Certains veulent-ils pousser les Monégasques à vivre dans la précarité avec la possibilité chaque année d'être mis dehors de leur logement? Non. Alors il n'y a pas d'autre solution sur le long terme pour la cohésion sociale, pour le bien-être des familles monégasques, que de loger la majorité d'entre elles, dont la situation le justifie, dans des appartements domaniaux. C'est en cours et on en verra tous les bienfaits à partir de 2022-2023 quand les immeubles vont être enfin livrés. Pour autant, on peut faire des chantiers, effectivement, conduits de la meilleure manière possible. Dans un pays modèle, oui, on peut faire des chantiers modèles. Alors, on ne peut pas faire des chantiers avec zéro nuisance. Mais le gouvernement a accepté l'idée, par des arrêtés ministériels, de limiter les heures où on peut faire beaucoup de bruit, de contrôler les instruments pour qu'ils soient le plus insonorisés possible, les engins de chantier, d'obliger les entreprises à investir aussi dans des protections acoustiques. Donc on doit et on peut faire mieux. Alors je dis aussi à ceux qui nous disent qu'on ne pourrait pas appliquer ces arrêtés ou sanctionner que à quoi servirait-il de créer des règles si on ne veillait pas sur le terrain qu'elles soient respectées et évidemment si on ne sanctionnait pas ceux qui ne les respecteraient pas. Donc c'est le rôle du gouvernement. On sent des améliorations depuis quelque temps. Ce n'est pas suffisant. C'est clair que la population continue à penser effectivement qu'il y a encore trop de nuisances sur les chantiers. Donc ce que nous allons demander dans ces débats au gouvernement, parce que c'est son rôle, c'est de renforcer les mesures concrètes sur les chantiers, c'est de renforcer leur contrôle et leur application et éventuellement de sanctionner effectivement ceux qui ne les respecteraient pas. Et puis, soyons clairs, jamais je n'ai fait de démagogie et le Conseil national ne fera de démagogie. Alors on ne va pas dire comme certains qu'il faut arrêter les chantiers. Mais il ne faut pas dire non plus qu'on peut laisser faire n'importe quoi aux entreprises sur les chantiers. Donc on a besoin des chantiers pour le logement des Monégasques, pour la construction d'un nouveau collège, d'un nouvel hôpital, pour aussi ces chantiers privés qui nous amènent des nouveaux résidents, qui nous permettent d'avoir des recettes immobilières, des recettes de TVA, de droits de mutation, qui contribuent après à ce qu'on puisse avoir ce modèle social qui fait tant d'envie dans le monde, car nous avons un modèle social exemplaire. Donc, oui, vous l'avez dit, 47 chantiers, ça fait de la circulation, beaucoup de bruit. Absolument, absolument. C'est pourquoi nous travaillons sur une proposition de loi du Conseil national pour limiter le nombre de chantiers par quartier. Le gouvernement nous dit que ce n'est pas possible, la loi ne le permet pas. C'est une atteinte au droit de propriété. Mais enfin, les permis de construire réglementent bien pour l'intérêt général la hauteur des immeubles, le volume des immeubles à construire. Pourquoi une nouvelle loi conçue pour cela ne permettrait-elle pas aussi de contrôler la durée, le temps, le démarrage des chantiers? Notre but
Nous y travaillons puisque le gouvernement ne veut pas le faire. Nous allons le faire par une initiative, une proposition de loi du Conseil national. Vous avez parfaitement raison. Il faut aussi admettre à un certain moment qu'il y a un équilibre à trouver entre la croissance économique et sociale et le nombre de chantiers en cours. Donc nous allons déposer une proposition de loi dans les prochaines semaines qui va viser à ne plus permettre le démarrage de chantiers dans un quartier qui est déjà saturé de chantiers. Voilà, c'est possible. Quand il y a une volonté, il y a toujours un moyen juridique d'arriver à la concrétiser. Et donc le Conseil national va s'emparer de ce projet. Alors, de nombreux projets, hein, au regard de tout ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous attendez concrètement de ces séances publiques ? Bien, ces séances publiques, on l'a vu, vont se dérouler dans un contexte particulier de crise sanitaire, économique et sociale dans le monde, qui n'épargne pas la principauté, même si nous sommes mieux protégés et notre économie est moins affectée que d'autres économies. Ce que j'attends de ces débats, c'est par la concertation, par les échanges, qu'avec le gouvernement, on puisse arriver à trouver les meilleures solutions, les plus équilibrées, les meilleures tout simplement pour la principauté. Je vous l'ai dit, parmi nos priorités, il y a ces mesures pour mieux gérer nos chantiers, pour mieux les espacer dans le temps. Il y a ces mesures concrètes attendues par les entrepreneurs et les commerçants pour des aides directes maintenant pour la relance économique. Il y a aussi à discuter des plans sociaux en cours. Et comme je vous l'ai dit, nous veillerons à notre place à ce qu'un certain patronat ne puisse pas profiter et abuser de la situation. Si nous votons une loi qui permettrait donc une adaptation de l'annualisation du temps de travail, ça sera uniquement pour des secteurs très limités et quand on nous aura démontré que ces mesures temporaires, évidemment remises en cause quand la situation économique sera meilleure, puissent vraiment sauver des emplois. Parce que vraiment, ce que nous voulons à tout prix, c'est limiter au maximum le nombre de licenciements. Merci beaucoup, Président, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Sans plus tarder, les clés de ce budget rectificatif. Balthazar Seydoux, bonjour. Oui, bonjour Madame Thomel. Alors, nous arrivons aux séances publiques d'examen du budget rectificatif 2020. Une particularité cette année, il s'agit du second budget, étant donné que le premier a déjà été voté le 21 avril dernier. Quels sont les grands enjeux de ce second budget rectificatif ? Pour moi, il y a deux grands aspects à retenir de ce budget rectificatif. Le premier concerne le soutien et l'accompagnement des acteurs de la principauté qui ont beaucoup souffert et qui d'ailleurs souffrent encore de la crise liée à la Covid-19. Le second, c'est d'organiser la relance, de la structurer au mieux afin qu'elle soit la plus efficace et la plus ambitieuse possible. Face à l'incertitude que les acteurs économiques connaissent, les mesures de relance sont indispensables. Alors justement, en tant que président de la Commission des finances et de l'économie nationale, vous participez à la CARE, c'est-à-dire la Commission d'accompagnement de la relance économique. Alors quel est son objectif, quels sont ses résultats et surtout, quel rôle y jouez-vous ? Cette commission, elle vient en aide aux commerçants, aux travailleurs indépendants et aux entreprises de Monaco en les soutenant financièrement pour leur paiement d'une partie de leurs frais fixes et principalement sur la moitié de leur loyer. Dans sa première phase, la CARE a soutenu financièrement à peu près 250 entités économiques. En tant que représentant du Conseil national au sein de cette commission, je serai très attentif à ce que la CARE continue d'aider les entreprises qui sont en difficulté malgré elles, en débloquant aussi longtemps que nécessaire les aides indispensables, en faisant preuve évidemment de discernement et de manière dégressive. Je rappelle que depuis le début de la crise, le Conseil national a demandé au gouvernement de débloquer des aides directes, puis de ne pas procéder à des arrêts brutaux de ces aides. Le plan de soutien et d'accompagnement aux entreprises qui a été mis en place par le gouvernement en concertation avec le Conseil national a été pour le moment à la hauteur des enjeux. Nous sommes toujours en période d'incertitude s'agissant de la situation économique des commerçants et des différents acteurs de l'économie monégasque qui peuvent compter sur le Conseil national pour continuer d'être à leur côté attentifs et à leurs besoins et demandes légitimes. On parle donc de relance économique, d'organisation de la relance, etc. Pour ce budget, qu'est-ce que cela signifie ?
Récemment, le gouvernement a présenté un plan de relance de l'investissement composé de 4 fonds. Il correspond à des évolutions de notre modèle économique voulu par le souverain. Ces 4 fonds ont pour objectif d'accompagner et de soutenir les acteurs économiques face à la crise. Le Conseil national demandait un plan de relance ambitieux. Il y est bien évidemment favorable. D'abord, une première somme de 20 millions d'euros est destinée à soutenir l'activité du bâtiment et de la construction et une autre somme de 20 millions d'euros est-elle destinée à aider le commerce local en favorisant la consommation en principauté. Ensuite, il est évident que pour optimiser la relance économique, il va falloir s'appuyer sur la transition numérique. Il est temps, dans ce domaine, de passer à la phase concrète. Maintenant que la structuration est faite et les grands axes de développement établis, le Conseil national, au travers de la commission du numérique présidée par Franck Julien, s'est donné une obligation de moyens en votant les textes permettant un développement numérique, et c'est au gouvernement maintenant d'en faire une obligation de résultat. Enfin, il s'agira à travers le Fonds vert que cette relance s'appuie et favorise la transition énergétique. Ce que nous attendons maintenant, ce sont surtout des mesures précises, chiffrées et à investir rapidement dans l'économie, car c'est maintenant que nos entreprises ont à faire face à la crise. Dans votre rapport, vous sous-entendez un décalage entre les chiffres et la réalité économique du terrain. Alors de quoi s'agit-il exactement ? On peut considérer qu'il y a une différence entre, d'un côté, l'économie budgétaire avec des recettes qui se portent très bien, s'appuyant sur la TVA immobilière, et de l'autre côté, l'économie de terrain, la réalité du terrain, avec des petites et moyennes entreprises qui souffrent et font face à de grosses difficultés, et même parfois des secteurs entiers sinistrés, tels que l'événement ou encore le tourisme. Je reste quand même optimiste, car ce deuxième budget rectificatif nous démontre que tout en tenant compte des difficultés réelles des acteurs économiques, notre modèle économique est fort et qu'il a les capacités de surpasser cette crise. Monaco a la chance de bénéficier d'un modèle très performant qui nous permet de surmonter les périodes difficiles de manière beaucoup plus efficace que si nous étions un grand pays endetté. En un mot, je dirais que notre volonté, c'est bien de rapprocher la loi de budget de la réalité économique et nous y travaillons activement dans le cadre de la Commission pour le suivi du Fonds de réserve constitutionnelle et la modernisation des comptes publics et de la commission que je préside, de la Commission des finances et de l'économie nationale. Merci Balthazar Sédou. Je vous propose à présent d'écouter Franck Lobonneau sur la question du logement. Alors, le logement est bien évidemment une des questions clés de ce budget rectificatif 2020. La prochaine commission d'attribution aura lieu le 3 novembre. Il y aura 450 demandes. C'est une situation totalement historique et ça confirme malheureusement la position de la majorité en 2018 qui disait qu'il fallait que le logement des Monégasques soit une priorité nationale. Le plan national du logement qui a été annoncé en 2019 est la réponse que l'on attendait. Mais il va falloir 3-4 ans pour construire un immeuble. Ça veut dire concrètement que les réponses et les améliorations n'interviendront qu'à partir de 2022. Le président, mes collègues et moi-même, nous sommes mobilisés pour que les engagements soient respectés. Et on voit les premières pierres des premiers immeubles qui sont là. On veillera à ce que les délais de construction soient respectés et les délais de livraison également. Voilà. Mais en attendant, vous le savez, la majorité a permis d'augmenter l'ANL de façon assez conséquente, puisque vous avez 20% d'augmentation sur les 2 et 3 pièces, pour vous permettre de vous loger temporairement, de façon confortable, quels que soient vos revenus, dans le privé. Autre sujet fondamental qui nous tient à cœur, le secteur protégé. On a fait une proposition de loi en 2018. Aujourd'hui, on a un retour du gouvernement sous forme d'un projet de loi que l'on a commencé à étudier avec une volonté que ce texte ne soit pas un texte pour être un texte. On veut un texte qui soit applicable, qui soit utile et qui vienne de façon fondamentale transformer le secteur protégé. Alors aujourd'hui, on travaille dans la concertation avec les acteurs du terrain qui sont concernés, au premier rang desquels, évidemment, les promoteurs. Ils sont la clé de la réussite du projet. Et je veux que chacun garde à l'esprit une chose, c'est qu'à Monaco, il ne faut surtout pas opposer le social
à l'économie. Ce sont deux notions qui doivent se compléter, et c'est aussi ça une des subtilités de la principauté. Aujourd'hui, on doit tous travailler dans l'intérêt général, trouver un juste milieu qui permette de garantir une rentabilité aux promoteurs, c'est tout à fait normal, mais garder à l'esprit que la volonté prioritaire, c'est de sauver le secteur protégé, ce secteur protégé que l'on veut, à terme, à la charge exclusive de l'État. Voilà, on a d'un côté un plan national du logement et un secteur protégé bientôt rénové. Ce sont nos objectifs à moyen terme pour loger de façon pérenne les Monégasques, les enfants du pays, dans des immeubles neufs, à loyer modéré, dans un Monaco toujours plus prospère et plus juste. Guillaume Rose, bonjour. Bonjour. Alors parlons à présent qualité de vie. Elle est au cœur de cette discussion et c'est un sujet important pour le Conseil national, pour les résidents et pour les Monégasques. La qualité de vie, c'est une des grandes causes qui nous a porté, nous, la majorité primo, aux élections. Et la qualité de vie, c'est un sujet sur lequel nous n'entendons pas céder le moindre pouce de terrain. Alors, bien sûr, il s'agit de chantiers, il s'agit des chantiers bruyants, qui ne sont en majorité pas des chantiers dus au plan logement, bien sûr, en grande majorité, mais qui sont des chantiers dus à l'activité économique indispensable à la principauté pour se sortir d'une période de marasme et de crise qui est effectivement difficile. En revanche, pour tout sujet de mobilité, nous sommes là et nous serons là à tout moment. D'abord, pour imposer la gratuité des bus à tout moment. Le bus doit être gratuit en principauté pour fluidifier la circulation et éviter que les gens ne prennent leur voiture. Ça, c'est un point très important sur lequel nous ne transigerons pas. Et un bus, si possible, électrique. Pourquoi électrique? Parce que les émissions de CO2 doivent disparaître autant que possible en principauté. La principauté fait déjà des efforts énormes pour subventionner les véhicules électriques. Nous devons continuer et nous devons passer le véhicule en électrique quand il est un bus urbain afin d'éviter les encombrements. Ça, c'est très important. Ensuite, le vélo. Bien sûr, le vélo doit être favorisé par tout moyen. Et puis concernant les navettes maritimes, alors ça fait longtemps qu'on entend parler de ces navettes. Est-ce qu'un jour, elles verront enfin le jour? L'un des principaux problèmes de circulation à Monaco, ce sont bien sûr les frontaliers. Les frontaliers qui viennent travailler chez nous, qui viennent nous donner leur travail et qui viennent aussi contribuer grandement à la prospérité de la principauté. Le problème, c'est que dans nos rues, c'est évidemment difficile d'avoir des gens qui sont obligés de venir en voiture. Alors, une des solutions, et une solution qui est très forte, c'est une navette. Il a été proposé, notamment au Salon Ever, très récemment, une navette électrique d'une puissance tout à fait suffisante pour pouvoir affronter les flots entre Nice et Monaco et entre Monaco et Nice, qui pourrait amener nos frontaliers très régulièrement. Là-dessus, le Conseil national non plus ne transigera pas. La navette électrique, si possible électrique, mais sinon en général, est indispensable à l'arrivée des frontaliers à Monaco d'une manière aussi fluide que possible. Nous soutiendrons donc évidemment cette mesure. Merci Guillaume Rose pour cet entretien. Avec plaisir. Chers compatriotes, ce deuxième budget rectificatif est l'occasion de faire un bilan sur cette période Covid-19 inédite avec les conséquences sanitaires, économiques, mais également éducatives et sociales. En matière d'éducation, le Conseil national regrette qu'une politique de test n'ait pu être mise en place avant la rentrée scolaire de septembre, comme ça a été le cas en Principauté d'Andorre, où c'est plus de 11 000 élèves et personnels éducatifs qui ont réussi à être testés avant leur rentrée. Cela aurait permis de faire une rentrée scolaire beaucoup plus rassurante, que ce soit pour les élèves, pour les parents, mais également pour la communauté éducative. Vous l'avez compris, le Conseil national sera particulièrement attentif à la politique de dépistage massif de la Covid-19 en Principauté, sans évacuer la question d'utilisation des masques pour les plus jeunes, mais également lors de ces discussions budgétaires sur le respect des meilleurs délais de livraison des appartements domaniaux et également du plan de relance et du soutien économique apporté aux entreprises monégasques. Chers compatriotes, Jacques Ritt et moi-même sommes conscients de toutes les difficultés que nos compatriotes, résidents monégasques, chefs d'entreprise, commerçants, travailleurs pendulaires ont à affronter tous les jours durant cette période qui ne semble pas vouloir trouver une fin. Et pourtant, il faut reprendre ou poursuivre nos activités, qu'elles soient scolaires, professionnelles ou associatives, certes d'une manière différente, mais en gardant à l'esprit que seule la reprise et le maintien d'une vitalité économique suffisante pourra sauvegarder notre modèle social. Les chiffres établis par l'Institut monégasque de la statistique ce septembre sont éloquents.
Monaco, à l'instar de beaucoup d'autres pays, a vu son économie lourdement impactée par la crise Covid-19 lors du premier semestre 2020. Certains secteurs ont d'ores et déjà payé un lourd tribut à cette crise et nous avons, en élus responsables, voté en avril dernier un premier budget rectificatif afin de donner les moyens au gouvernement de venir en aide aux entreprises. Mais il reste de la responsabilité de chacun d'entre nous de contribuer à cette relance, selon ses moyens, ne serait-ce qu'en essayant de consommer sur Monaco. De même, une attention soutenue et fréquemment réactualisée doit impérativement être apportée à la situation de nos salariés afin de sauvegarder la paix sociale, paramètre vital de notre principauté. Une seule chose est sûre, les choses continuent d'évoluer. Il nous semble donc fondamental de ne rien tenir pour acquis et de se tenir prêt à réagir rapidement face à une situation dont la dynamique peut être qualifiée pour le moins de déroutante. Enfin, n'oublions pas d'adopter des attitudes raisonnables face à un virus qui n'est toujours pas maîtrisé. Sans verser dans une posture anxiogène, nous pensons que gestes barrières et port rigoureux du masque sont à l'heure actuelle le juste comportement à impérativement respecter. Je vous remercie. En décembre 2018, j'avais été le seul élu du Conseil national à dénoncer les engagements gouvernementaux insuffisants en matière de lutte contre les nuisances générées par les chantiers en principauté. Le 3 mai dernier, veille de la levée du confinement à Monaco, j'avais une nouvelle fois demandé que la reprise ne soit pas synonyme d'une activité débridée de tous les chantiers. 5 mois plus tard, mes craintes se sont malheureusement totalement avérées. Le gouvernement et l'ensemble des acteurs monégasques publics et privés de la construction, de même que les concessionnaires, télécom, eau, électricité, semblent avoir oublié les engagements pris pour une meilleure qualité de vie en principauté. Et le Conseil national, me direz-vous ? Eh bien, la majorité primo, qui a d'abord voulu voir, je cite, le verre à moitié plein, lors des premières annonces gouvernementales fin 2018, nous explique aujourd'hui que la qualité de vie a été sacrifiée, mais face à des chantiers indispensables, il faut trouver un juste équilibre. Et de nous parler d'écrans acoustiques ou d'engins de chantier insonorisés. Soyons sérieux. La multiplication des chantiers à Monaco, 47 répertoriés ce jour par le gouvernement sur un territoire de 2,2 km², n'est pas compatible avec la qualité de vie des Monégasques et des résidents. Dire le contraire équivaut à se voiler la face, voire à montrer des signes de schizophrénie. Les constructions et les travaux lancés dans le cadre du plan national pour le logement ont totalement désorganisé une situation déjà critique qu'Union Monégasque avait dénoncée il y a bientôt 3 ans lors de la campagne des élections nationales. Cela ne peut plus durer. Je suis encore le seul à le dire aujourd'hui au sein du Conseil national, mais ce n'est pas la première fois. Et j'ai malheureusement pris l'habitude d'avoir raison trop tôt. Il faut revenir à une conception plus raisonnable de notre développement, au risque de perdre ce qui nous est le plus cher, le bonheur et le plaisir de vivre en principauté. Chers compatriotes, une nouvelle fois, lors de ces débats, les élus du Conseil national feront de la qualité de vie une de leurs priorités. Nous l'affirmons, Monaco peut et doit se donner les moyens de proposer à sa population des chantiers modèles. Oui, et nous sommes tous d'accord là-dessus. Monaco doit devenir un modèle en matière de chantier. Aujourd'hui, malgré les engagements clairs du gouvernement donnés au Conseil national pour limiter les nuisances sonores et faire respecter les horaires de chantier la nuit et les week-ends, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes de la population, surtout depuis le déconfinement. Nous le rappelons, le Conseil national est le relais des nuisances ressenties par nos compatriotes et les résidents de la principauté, et le gouvernement est le seul responsable de la mise en œuvre des travaux et des chantiers. Il faut trouver aujourd'hui un juste équilibre entre, d'une part, le développement économique, la mise en œuvre du plan national logement, la construction d'équipements publics indispensables. Je pense par exemple au nouveau collège. Et d'autre part, le droit à la tranquillité des résidents. Si certaines mesures ont commencé à être déployées, comme par exemple la mise en place progressive de protection acoustique, nous demandons à ce que les services de l'État intensifient les contrôles sur le terrain et sanctionnent, le cas échéant, les entreprises qui ne respectent pas les règles, mais avec des amendes réellement dissuasives. Enfin, nous travaillons au Conseil national sur un texte qui permettrait à l'avenir de limiter le nombre de chantiers par quartier en différant certaines opérations immobilières dans le temps pour obtenir ce que la population attend depuis longtemps,
un véritable phasage par quartier. Cette émission Outre-Hanoï touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie. Je vous propose que l'on se retrouve à l'occasion du budget rectificatif. Les séances publiques auront lieu ce mardi et jeudi à partir de 17h.